Dans Pot-Bouille, Zola dévoile ce qui se trame derrière la façade d'un immeuble bourgeois parisien. Je te propose de découvrir tout de suite ce roman avec moi, chapitre par chapitre, en te donnant le contexte, les personnages et les citations les plus représentatives au fur et à mesure. Si tu apprécies la démarche, tu trouveras plein de classiques racontés et expliqués sur mon site www.mediaclass.fr. Et si tu prépares le bac, je traite tous les sujets possibles dans mon livre Anabac, chez Hatier. Pour mieux nous repérer, je te propose un titre de section tous les 3 chapitres pour te montrer la structure du roman en 6 parties cohérentes. La première grande partie pourrait s'appeler « La découverte d'un microcosme bourgeois, d'un petit monde bourgeois ». Les chapitres n'ont pas de titre, mais le chapitre 1, on pourrait l'appeler « Arrivée d'Octave, rue Choiseul ». Octave, venu de Plassans, petite ville du Sud inventée par Zola sur le modèle d'Aix-en-Provence, arrive à Paris, plein d'ambition. Il observe l'immeuble rue de Choiseul. Au rez-de-chaussée, le magasin de soierie, puis la façade avec les amours sculptés à chaque étage. Arrive alors Achille Campardon, l'architecte du 3e, qui l'accueille devant le concierge Monsieur Gour. Achille vante les mérites de la maison. « Vous allez voir, elle est tout à fait bien. Habitée rien que par des gens comme il faut. Eau et gaz à tous les étages. » Achille décrit tous les habitants. Au premier, le propriétaire et sa famille, les Vabre, les Duveyrier. D'ailleurs, il salue Valérie Vabre en passant. Octave trouve qu'elle a des yeux ardents. Au deuxième vit un écrivain. Campardon a un petit souffle de mépris. « Le monsieur fait des livres, je crois. On trouve des taches partout. » Au troisième, une femme très dévote, Madame Juseur, et les Campardon. Au quatrième, les Josserand et les Pichon, des employés. Octave aperçoit Marie Pichon berçant son enfant. Elle repousse la porte. Enfin, quand il découvre sa chambre, Octave est ravi. Mais Campardon le prévient. Interdiction d'amener des femmes. « C'est moi qui serai compromis. Vous avez vu la maison. Tous bourgeois et d'une moralité. Dehors, ça ne regarde personne. » Campardon raconte à Octave qu'il est devenu architecte pour l'église. Il n'est pas pratiquant, mais ça lui donne des opportunités de contrat. Campardon présente à Octave sa femme Rose et sa fille Angèle, et lui annonce qu'il lui a trouvé un emploi dans un magasin de mode, au bonheur des dames, où Gasparine, la cousine de Rose, travaille aussi. Octave le remercie chaleureusement. Au magasin, il rencontre la patronne, Madame Édouin. Belle et grave, elle impressionne Octave. Madame Édouin semblait l'âme vive et équilibrée de la maison, dont tout le personnel obéissait au moindre signe de ses mains blanches. Octave était blessé qu'elle ne le regardât pas davantage. Au détour d'un rayon, Octave aperçoit Achille et Gasparine qui s'embrassent. À son retour le soir même, Octave croise dans le couloir Madame Josserand et ses filles Hortense et Berthe, de retour d'une soirée. Tandis que l'aînée des demoiselles s'écartait d'un air rêche, la cadette le regardait avec un rire. Elle était charmante, la mine chiffonnée. Enfin, Octave monte chez lui. Une fois couché, il pense avec émotion aux femmes qu'il a rencontrées dans la journée. « Vont-elles me laisser dormir à la fin ?» dit-il à voix haute, en se remettant violemment sur le dos. Le chapitre 2 pourrait s'intituler « La course au mariage ». Madame Josserand et ses filles rentrent d'une soirée de Madame d'Ambreville, une entremetteuse qui facilite les mariages. Elles marchent sous la pluie, c'est un désastre. Berthe et Hortense n'ont pas trouvé de potentiel mari et leur frère Léon est resté là-bas. Dans le couloir, elles font bonne impression devant Octave, mais dès qu'elle referme la porte, Madame Josserand explose. « J'en ai par-dessus la tête. Votre père vous sortira s'il veut. Moi du diable si je vous promène désormais dans des maisons où l'on me vexe. » Madame Josserand reproche à son mari son travail ingrat, faire des bandes toute la nuit pour 3 francs le mille. Les voilà réduits à prétendre être riches pour trouver un bon parti pour leur fille. Ils se disputent. « Moi, lorsque j'ai eu 20 sous, j'ai toujours dit que j'en avais 40, car toute la sagesse est là, il vaut mieux faire envie que pitié. » Et M. Josserand lui répond. « Eh bien, ces 3 francs-là vous permettent d'ajouter des rubans à vos robes et d'offrir des gâteaux à vos gens du mardi. » En effet, tous les mardis, ils reçoivent du monde pour dîner. Ils invitent l'oncle Bachelard, personnage répugnant mais riche, qui pourrait fournir la dot de Berthe. Et Madame Josserand pense aussi inviter Octave, le nouveau locataire. Peut-être que c'est un bon parti.
Hortense dit qu'elle a déjà un bon parti. Verdier, un avocat promis à un brillant avenir. Madame Josserand est excédée. Ce Verdier vit déjà avec une femme depuis 15 ans. Puis elle se tourne vers Berthe. Comment s'y est-elle prise pour faire fuir le prétendant ce soir? Il m'a embrassée en m'empoignant comme ça, alors j'ai eu peur et je l'ai poussé contre un meuble. Vous êtes stupide, ma fille. Vous n'avez pas de fortune. Comprenez donc que vous devez prendre les hommes par autre chose. Madame Josserand gifle Berthe et l'envoie dans sa chambre. En passant dans le couloir, elle croise son frère Saturnin. Très instable mentalement, seule Berthe est capable de le calmer. Elle fait de son mieux pour l'apaiser. Monsieur Josserand, resté seul dans le salon, pleure en songeant à sa famille déchirée. Il arrangea la lampe qui charbonnait et recommença mécaniquement à écrire. De grosses larmes qu'il ne sentait point roulèrent sur les bandes, dans le silence solennel de la maison endormie. Le chapitre 3 pourrait s'appeler « Le dîner chez les Josserand ». Mardi soir, les Josserand reçoivent le voisinage et l'oncle Bachelard. Hortense et Berthe ont d'ailleurs décidé de lui soutirer 20 francs. Ivre, il fait semblant de ne rien comprendre, alors elle le fouille. Berthe eut une exclamation de victoire. Elle ramenait du fond de la poche une pièce de 20 francs. « Je l'ai !» dit-elle, rouge, décoiffée, en la jetant en l'air et en la rattrapant. Bachelard est venu avec Guelin, un neveu, et Hector Trublot, jeune rentier, mais que Madame Josserand a cessé d'envisager pour gendre. Trublot ayant professé une haine tranquille du mariage, elle ne se gênait plus avec lui, elle le mettait même à côté de Saturnin. Trublot s'entend très bien avec Octave. Il lui confie qu'il ne s'intéresse qu'aux servantes, et il rejoint Adèle, la bonne des Josserand, dans la cuisine. Comme Saturnin fait une crise, on l'envoie dans sa chambre, et on envisage de le faire interner dans l'asile des Moulineaux. Madame Josserand, dans sa toilette rouge remise à neuf, présente Octave à Berthe, qui, très obéissante, se montre charmante. Puis elle se rend au piano pour montrer sa bonne éducation. Octave dut se lever et se tint debout près du piano. À voir les prévenances caressantes dont Madame Josserand l'entourait, il semblait qu'elle fît jouer Berthe uniquement pour lui. Auguste Vabre et Théophile Vabre et sa femme Valérie. Madame Juseur évoque son malheur, le départ de son mari après 10 jours de mariage seulement. Depuis, elle est devenue dévote. Elle parle à Octave d'une vieille dentelle qu'elle voudrait lui montrer et, soudainement, elle montre Auguste à Madame Josserand. « Ce qui m'étonne, chère madame, c'est que vous ne songiez pas à lui pour votre Berthe. Un garçon établi, plein de prudence. » Madame Josserand trouve l'idée excellente. Malgré ses migraines continuelles, c'est un bien meilleur parti qu'Octave. Elle fait alors signe à Berthe d'aller parler à Auguste. Berthe, un moment décontenancée, se remit tout de suite. Elle porta la tasse de thé à Auguste, avec le sourire qu'elle avait commencé pour Octave. À la fin de la soirée, Madame Josserand songe qu'elle a maintenant un objectif, piéger Auguste Vabre. « Ah, je vous jure que ça ne ratera pas cette fois. Entends-tu, Berthe? Tu n'as qu'à le ramasser, celui-là. » Une deuxième partie du roman pourrait s'intituler « Les intrigues derrière la façade de l'immeuble ». Et le chapitre 4 pourrait avoir pour titre « Octave entre Valérie et Marie Pichon ». Un soir qu'Octave est venu dîner chez les Campardon, la conversation tombe sur Théophile et Valérie Vabre et leur fils, Camille. En somme, ce Théophile était un crétin et un impuissant. Quant à Valérie, elle s'était fait faire son petit Camille chez un garçon boucher de la rue Sainte-Anne. Octave, qui a décidé de séduire Valérie, pense plus prudent de se lier avec Marie Pichon, qui pourrait les surprendre puisqu'ils sont voisins de palier. Un soir, il l'aide à ranger la poussette de la petite Lilith. Le dimanche suivant, Octave est invité chez les Pichon, où se trouvent aussi les Vuillaume, les parents de Marie. La petite Lilith dort dans son berceau. Ils sont tous d'accord, un seul enfant, pas plus. Et Madame Vuillaume parle longuement de l'éducation à donner aux filles. « Une demoiselle en sait toujours de trop », déclara la vieille dame en terminant. À travers ce discours de Madame Vuillaume, Zola fait une véritable satire de l'éducation des jeunes filles, maintenues dans l'ignorance. Ainsi, Marie Pichon n'a le droit de lire des romans que depuis son mariage. Octave lui apporte donc un jour un roman de George Sand, André. Ils parlent un peu de littérature, de religion. Et sur ce pâle visage de fille tardive, née de parents trop vieux, parut le regret maladif d'une autre existence, rêvée jadis au pays des chimères. Un jour, la bonne de Valérie arrête Octave dans l'escalier. Sa maîtresse fait une crise de nerfs.
Il l'aide à se calmer, puis il se retrouve seul. Il tente alors de la saisir par la taille. « Eh bien, quoi donc ?» dit-elle d'une voix pleine de surprise. Il laissa retomber ses mains, comprenant le ridicule de son geste. En rentrant chez lui, Octave trouve Marie en pleine lecture d'André. Comme elle semble émue, il l'enlace. Elle résiste, mais finit par céder. Il la renversa brutalement, et elle se soumit. Il la posséda entre l'assiette oubliée et le roman, qu'une secousse fit tomber par terre. Après cela, ils sont confus, quand ils découvrent que le roman de George Sand est abîmé. « Cela devait mal finir », conclut Marie, les larmes aux yeux. Octave fut obligé de la consoler. Le soir même, Marie passe chez les Campardon. Elle part en promenade aux Tuileries. Elle propose d'y emmener Angèle, la fille des Campardon. Ils acceptent avec plaisir. Et dès qu'elle est partie, Achille complimente cette femme si modeste. « L'éducation dans la famille, mon cher, il n'y a que ça. » Le chapitre 5 pourrait s'intituler « Soirée décisive chez les Duveyrier ». Clotilde Duveyrier, la fille de Monsieur Vabre, le propriétaire de l'immeuble, et son mari, Alphonse Duveyrier, organisent une soirée. Madame Josserand a distribué les rôles pour faire réussir le mariage de Berthe et Auguste. Se recueillant, elle prit un air terrible d'homme de guerre qui conduirait ses filles au massacre, et dit ce seul mot d'une voix forte. « Descendons !» Les Josserand arrivent au moment où Clotilde Duveyrier se met au piano pour jouer un nocturne de Chopin très technique. Grande et belle, avec de magnifiques cheveux roux, dans ses yeux gris, la musique seule vivait, une passion exagérée, dont elle vivait sans aucun autre besoin d'esprit ni de chair. Pendant ce temps, Trublot raconte à Octave la carrière de Duveyrier. Juge à Paris, décoré, conseiller à la cour. Pour son grand malheur, il déteste le piano, ce qui avive les taches rouges de son visage. Monsieur Josserand, comme prévu, se rend auprès de Monsieur Vabre. Celui-ci lui raconte son grand projet de ficher les expositions de peinture. « Vous vous intéressez aux arts ?» reprit Monsieur Josserand pour le flatter. « Je n'ai pas besoin de voir les tableaux. Il s'agit d'un travail de statistique. » Arrive alors Madame d'Ambreville au bras de Léon Josserand, le frère de Hortense et Berthe. Madame d'Ambreville rejoint Madame Josserand, qui lui parle aussitôt de son projet de marier Berthe à Auguste. Toutes deux, maternellement, regardèrent Berthe. Elle avait fini par pousser Auguste dans l'embrasure de la fenêtre. Léon, de son côté, rejoint les hommes qui parlent politique. L'abbé Mauduit, partisan de la papauté, débat avec le docteur Juillerat, qui trouve que l'Église a trop de pouvoir. Campardon défend l'Église, mais on comprend que c'est parce qu'il a un contrat avec l'abbé pour construire un magnifique calvaire. Duveyrier affirme que la religion doit surtout moraliser le mariage. Cela fait rire Trublot, qui dit à Octave, à part, que Duveyrier a une maîtresse. Il lui promet d'ailleurs de l'amener un jour chez elle. « Moralisons le mariage, messieurs !» répétait Duveyrier, son visage enflammé, où Octave voyait maintenant le sang âcre des vices secrets. Mais ils doivent s'interrompre car Clotilde demande aux hommes de venir chanter la scène d'opéra qu'ils ont longuement répétée. La bénédiction des poignards des Huguenots de Meyerbeer. Pendant ce temps, Trublot fait remarquer à Octave que Berthe et Auguste sont cachés derrière les rideaux. Soudain, on entend un cri. « Vous me faites mal !» Madame d'Ambreville alla relever le rideau, et le salon regardait Auguste confus et Berthe très rouge, adossée à la barre d'appui. Auguste est piégé. Tout le monde en parle derrière les compliments adressés à Clotilde pour son opéra. Sous ces éloges, elle entendait bien le chuchotement qui courait dans le salon. La jeune fille se trouvait trop compromise. C'était un mariage conclu. Une fois rentrés chez eux, les Josserand sont en liesse. « Enfin, c'est fait !» dit Madame Josserand. « Je suis bien contente de toi, ma chérie. Tu viens de me récompenser de tous mes efforts. » Le chapitre 6 pourrait s'intituler « Le monde des domestiques ». Octave entretient désormais une relation régulière avec Marie Pichon. Comme elle lui réclame des romans, il décide d'aller lui en chercher dans le grenier, et pour cela, il va demander les clés à Monsieur Gourd. Il le trouve en train de gronder sévèrement Madame Pérou, qu'il paye 4 sous de l'heure pour les gros travaux de la maison. Arrivé au 5e étage, Octave tombe sur Trublot, qui se rend chez Julie, la cuisinière des Duveyrier. Celui-ci avoue qu'il couche régulièrement avec des cuisinières. Il trouve ça très chic. On apprend d'ailleurs que Julie couche aussi avec Gustave, le jeune fils des Duveyrier. Trublot énumère alors tous les habitants du 5e étage. Lisa et Victoire,
qui travaille chez les Campardon, Clémence et Hippolyte chez les Duveyrier, Françoise, la nouvelle bonne de Valérie, Louise, petite orpheline de 15 ans des enfants assistés, employée par Madame Juseur. Il y a aussi un menuisier, le seul ouvrier de la maison. En ouvrant la fenêtre de la cour, ils entendent alors les bonnes crier d'un étage à l'autre. Elles racontent comment Valérie Vabre sort constamment pour tromper son mari. Mais un bruit de porte les avertit. Elles font silence et ferment les fenêtres. « Méfiance, v'là madame !» Un silence de mort tomba. Il ne montait plus de l'étroite cour que la puanteur d'égout de la maison, qui en charriait les hontes. Ensuite, Octave rend visite à Madame Juseur qui voulait lui montrer une vieille dentelle. En maniant le tissu, leurs doigts se rencontrent et Octave lui baise la main. « Oh monsieur Octave, à mon âge, vous n'y pensez pas ?» murmura joliment Madame Juseur sans se fâcher. Elle ne lui permit pas d'aller au-dessus du poignet. Il y avait là une ligne sacrée où le mal commençait. Madame Juseur se laisse courtiser, mais elle s'est promis de ne pas être comme les autres, de ne jamais laisser un homme la compromettre auprès de son confesseur. Ensuite, Octave passe chez Madame Pichon pour lui donner des livres. Elle est ravie, il passe un peu de temps avec elle, exactement comme s'il était son mari. Enfin, en rentrant chez lui, il assiste à une querelle sur le palier. Monsieur Gourd met dehors la femme du menuisier du 5e, qui s'indigne. « Mais c'est la mienne ! Ça ne veut pas de femme chez soi lorsque ça tolère à chaque étage des salopes bien mises qui mènent des vies de chiens derrière les portes. Tas de mufs, tas de bourgeois !» Une troisième partie pourrait s'intituler « Les dessous du mariage de Berthe » et le chapitre 7 « L'introuvable dot de Berthe ». Les Josserand ont évoqué une dot de 50 000 francs pour Berthe, mais ils ne l'ont pas. Leur seul espoir, c'est de faire payer l'oncle Bachelard. Ils se rendent donc dans ses magasins rue d'Enghien, et Madame Josserand présente la situation directement. « Écoute Narcisse, voici où nous en sommes. Comptant sur tes promesses, je me suis engagé à donner une dot de 50 000 francs. Si je ne la donne pas, le mariage est rompu. » Bachelard se met alors à dire toutes les difficultés de son commerce, et il finit par dire qu'on ne paye jamais une dot. Madame Josserand admet alors qu'on peut s'arranger. Son mari proteste, mais elle le fait taire. « Il s'agit simplement de gagner du temps. Promets la dot, nous la donnerons toujours plus tard. » Le lendemain, Bachelard déjeune avec Trublot, Octave et Guelin. Il parle des femmes, et Bachelard dit qu'il a trouvé une fille honnête. Mais il accepte de la montrer à Octave seulement. Rue Saint-Marc, dans un coin de l'appartement, Fifi, jeune fille blonde à l'air simple, brode un devant d'autel. La dame qui s'occupe d'elle, mademoiselle Menu, raconte l'histoire de cette orpheline. Son père, le capitaine Menu, est mort sans laisser un sou. Alors j'ai retiré l'enfant de sa pension, j'en ai fait une brodeuse. Heureusement, elle a rencontré monsieur Narcisse. Désormais, je puis mourir. Ensuite, il retrouve monsieur Josserand chez la maîtresse d'Alphonse Duveyrier. Guelin explique. Clotilde, la femme de Alphonse, est dégoûtée des taches rouges de son mari. Et lui déteste le piano. Elle fait semblant de ne pas savoir qu'il a pris une maîtresse, Clarisse Boquet, fille d'un camelot parisien. Clarisse avait consenti à demeurer rue de la Cerisaie pour ne pas l'afficher. Mais elle le menait bon train, s'était fait acheter 25 000 francs de meubles, le mangeait à belles dents avec des artistes de Montmartre. Ils sont donc reçus par Clarisse et Alphonse est là, comme rajeuni. Les taches saignantes de son front tournaient au rose. Ses yeux luisaient d'une gaieté d'enfant, tandis que Clarisse racontait comment il s'échappait pour la venir voir pendant une suspension d'audience. Ils s'isolent pour discuter de la dot et conviennent d'un paiement échelonné garanti par une assurance dotale. Duveyrier accepte, peu soucieux au fond des intérêts de son beau-frère Auguste. Peut-être flairait-il l'affaire, ravi de laisser duper ses Vabres, qu'il exécrait dans sa femme. Le jeudi suivant, le contrat est signé chez Maître Renaudin. Bien sûr, il est truqué. Aucun payeur ni aucune assurance ne sont mentionnés. Auguste finit par oser parler de l'assurance. Alors, tous eurent des gestes étonnés. À quoi bon ? Et l'on signa vivement, tandis que Maître Renaudin se taisait en passant la plume aux dames. Le chapitre 8 raconte le mariage de Berthe. Devant l'église de Saint-Roch, l'arrivée de Berthe est remarquée. Sa robe est magnifique. On devine qu'elle est coûteuse. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont pris sur les économies de Saturnin, désormais interné dans l'asile des Moulineaux. Soudain, arrive Théophile en colère.
il a trouvé une lettre qui prouve que sa femme Valérie le trompe. Il pense que l'auteur de la lettre est Octave. Il veut le provoquer en duel. Cependant, au nom d'Octave, Valérie avait eu un sourire. Jamais, pas avec celui-là, avec personne d'ailleurs, ajouta-t-elle. Mais avec celui-là, moins encore qu'avec les autres. Tout cela est interrompu par l'arrivée du futur marié, Auguste. Tout le monde entre dans l'église Saint-Roch. Mais pendant la cérémonie, Théophile va voir Octave et lui montre la lettre pendant que tout le monde les regarde du coin de l'œil. La lettre dit « Mon chat, que de bonheur hier, à mardi, chapelle des Saint-Anges, dans le confessionnal. » En fait, Octave a été prévenu entre-temps par Madame Josserand. Il ment pour assurer un alibi à Valérie, en disant qu'ils sont allés admirer les travaux du calvaire. Puis, il sort son calepin. Théophile est bien obligé de reconnaître que ce n'est pas la même écriture. Enfin, le scandale était évité. La lettre ne pouvait être de M. Mouret. Ce fut presque une déception pour l'assistance. Dans la salle de réception, Théophile veut obliger sa femme à avouer le nom de son amant. Mais les femmes lui donnent tort. Il manque de tact le jour d'un mariage. Et comme Trublot murmure que c'est la bonne, Madame Josserand s'exclame. « Est-ce qu'une femme innocente s'abaisse à donner des explications ? Mais je puis parler, moi. La lettre a été perdue par Françoise, cette bonne que votre femme a dû chasser à cause de sa mauvaise conduite. » Théophile, effaré, est obligé de se ranger à cette version. Alors, vaincu, ayant besoin d'être embrassé, il se jeta au cou de Valérie, en lui demandant pardon. Ce fut touchant. Au moment de saluer Berthe, Octave l'appelle mademoiselle, cela les fait rire. Ils échangent un regard. Valérie, qui vient aussi dire au revoir à la jeune mariée, cède à une brusque émotion. La serrant dans ses bras, achevant de chiffonner sa robe blanche, elle la baisa, elle lui dit à voix basse. « Ah ma chère, je vous souhaite plus de chance qu'à moi. » Dans le chapitre 9, la situation d'Octave est bouleversée. Un soir, c'est une surprise. Gasparine est là, chez les Campardon. Octave assiste alors à la réconciliation de ces trois personnages. Achille est très ému. « Oui, oui, nous nous aimerons bien. Nous t'aimerons bien, ma pauvre cocotte. Tu verras comme tout s'arrangera, à présent que nous sommes réunis. » Et se tournant vers Octave. « Ah, mon cher, on a beau dire, il n'y a encore que la famille. » Et en effet, quelques jours plus tard, Gasparine emménage chez eux, et les deux amants prennent soin de l'épouse chaste et maladive. L'abbé Mauduit, lui-même, leur rend visite. Il approuva beaucoup Gasparine de s'être fixée auprès de sa famille. Disant cela avec son onction de bon prêtre, n'ignorant rien cependant. Il semblait être venu pour bénir la bonne union de la famille. Rendant visite au Pichon, Octave trouve les Vuillaume furieux, car Marie est enceinte de 5 mois. Jules est désemparé. « Sapristi, il n'y a pas de ma faute, n'est-ce pas, Marie, si nous savions comment il a pu pousser celui-là ?»« Ça, c'est bien vrai, » affirma la jeune femme. Octave compte et réalise que c'est lui le père. Il apaise la situation et leur offre un repas au bœuf à la mode. Au retour, pendant que Jules couche Lilith, il pose un dernier baiser sur les cheveux de Marie et rentre se coucher, heureux de sa bonne action. Ma foi, je leur devais bien ça. Après tout, je n'ai qu'un désir, c'est que son mari la rende heureuse, cette petite femme. Au bonheur des dames, Octave profite d'un moment seul avec Madame Édouin pour lui présenter avec éloquence ses ambitions pour le magasin. Soudain, il la prend dans ses bras, mais elle le repousse, surprise. À sa déclaration maladroite, elle lui répond fermement. « Voyons, comment n'avez-vous pas compris que jamais je ne ferai ça, parce que c'est bête, inutile et que je n'en ai pas envie ?» Octave, blessé, donne alors sa démission. Madame Édouin est surprise, mais elle l'accepte avec pragmatisme. Quelques jours plus tard, Auguste propose à Octave de devenir commis chez eux dans le magasin de soierie. Octave hésite. Mais il aperçut le joli visage de Berthe qui lui souriait de son air de bon accueil, avec le gai regard qu'il avait déjà rencontré 2 fois, le jour de son arrivée et le jour des noces. « Eh bien, oui, » dit-il résolument. Une 4e partie pourrait s'intituler « Les équilibres sont rompus ». Dans le chapitre 10, on va trouver les malheurs des Duveyrier. Octave travaille maintenant dans le magasin de soierie d'Auguste et Berthe. Un jour, Clotilde Duveyrier passe et remarque sa voix. Elle lui fait promettre de venir un soir chez elle pour chanter. Le jour convenu, il se rend donc chez les Duveyrier. Elle se met au piano, l'écoute et le complimente sur sa voix de ténor.
il envisage de lui faire la cour, mais elle n'est émue que par la musique. La phrase mélodique achevée, elle laissa tomber son expression passionnée comme un masque. Sa froideur était dessous. Soudain arrive la femme de chambre, Clémence. Monsieur Vabre vient de faire un malaise. Pendant qu'on envoie chercher le docteur Juillerat, Clotilde demande à Octave d'aller prévenir son mari, rue de la Cerisaie. Octave proteste, elle insiste. « Ne le défendez donc pas, il peut y rester. Si ce n'était pour mon pauvre père, prenez un fiacre, ramenez-le quand même. » Plus tôt dans la soirée, Duveyrier a retrouvé Bachelard, Trublot et Guelin au café anglais. Bachelard leur paye des plats extraordinaires. Il parle des femmes. Bachelard évoque Fifi, qui est enceinte de lui. Finalement, Duveyrier veut les amener chez Clarisse. Mais rue de la Cerisaie, c'est une déception. Il n'y a personne. Tous les meubles ont disparu. Duveyrier, abasourdi, visite chaque pièce. La chambre était également nue, de cette nudité laide et glacée du plâtre dont on a arraché les tentures. Bachelard ose alors lui dire ce que tout le monde sait. Clarisse le trompait. Elle est certainement partie avec son dernier amant. Duveyrier écoutait ces abominations d'un air d'horreur. Il laissa échapper ce cri désespéré. « Il n'y a plus d'honnêteté sur terre !» C'est à ce moment-là qu'arrive Octave. On lui explique tout. Quand il annonce que le vieux Vabre se meurt, personne n'est surpris. Il retourne rue de Choiseul, où le docteur Juillerat explique. C'était une attaque d'apoplexie séreuse. Le malade pouvait traîner jusqu'au lendemain, mais il n'y avait plus aucune espérance. Bien sûr, il faut prévenir la famille. Mais les Duveyrier se demandent, y a-t-il un testament quelque part ? Clotilde appelle Octave. Attendons demain, n'est-ce pas ? Vous m'enverrez Berthe sous un prétexte. Je ferai aussi demander Valérie. Et ce sont elles qui instruiront mes frères. Ah, les pauvres gens, qu'ils dorment encore tranquilles cette nuit. Le chapitre 11 tourne autour de l'héritage du vieux Vabre. Le lendemain, tout l'immeuble est au courant de l'état de santé du vieux Vabre. Madame Josserand a envoyé Berthe à l'étage chez le Duveyrier pour s'assurer qu'ils ne font aucune manigance. Dans la chambre du vieux Vabre, Berthe trouve Gustave, que Clotilde a fait venir auprès de son grand-père, et Théophile, indigné. « Alors maintenant, quand votre père se meurt, c'est votre charbonnier qui doit vous l'apprendre ? Vous avez donc voulu prendre le temps de retourner ses poches ?» Clotilde lui rappelle qu'il a refusé de payer son loyer. Pour elle, c'est ça qui a provoqué l'attaque. « Vous saviez combien il aimait à toucher ces termes. Vous auriez résolu de le tuer que vous n'auriez pas agi autrement. » Arrivent alors le médecin et le prêtre. Il est urgent de procéder au dernier sacrement. Soudain, le mourant ouvre les yeux. Chacun espère qu'il va parler du testament. Il voulait parler, mais il ne bégayait qu'une syllabe. Ga, 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 ga. C'était au travail de sa vie, à sa grande étude de statistique qu'il disait adieu. Brusquement, sa tête roula. Il était mort. En bas de l'immeuble, les domestiques discutent. Julie raconte que les héritiers recherchent le magot du vieux. Monsieur Gourd espère que l'immeuble reviendra au Duveyrier. Arrive alors la nouvelle locataire, celle qui prend la chambre du menuisier. Elle travaille dans la cordonnerie, c'est une piqueuse de bottines. Gourd la laisse passer, mais se plaint d'avoir encore une ouvrière, et en plus une femme. Après l'enterrement, les héritiers apprennent que le vieux Vabre était ruiné. Il jouait toutes ses économies. Une passion effrénée du jeu, un besoin maladroit et enragé de l'agiotage qu'il cachait sous l'innocente manie de son grand travail de statistique. Tout y passait. Reste l'immeuble. Les héritiers s'accordent pour le mettre aux enchères. Duveyrier, par l'intermédiaire de son notaire, M. Renaudin, parvient à obtenir l'immeuble pour une somme dérisoire. Après 5 ou 6 enchères, Maître Renaudin adjugea brusquement la maison à Duveyrier pour la somme de 149 000 francs. C'est une querelle terrible. Auguste parvient cependant à récupérer des loyers gratuits pour le magasin. Lorsque Théophile apprit cela, il descendit avec sa femme faire une nouvelle scène chez son frère. Voilà qu'il se vendait à cette heure, qu'il passait du côté des brigands. Chapitre 12. Octave s'éprend de Berthe. Auguste et Berthe ont pris l'appartement du deuxième et emploient une bonne, Rachel. Ils gardent aussi Saturnin, qui est sorti de l'asile des Moulineaux depuis que le docteur Chassagne a compris que sa famille avait prélevé dans ses économies. Mais ils ne s'entendent pas. Auguste reproche à sa femme ses toilettes trop luxueuses. Berthe
lui rétorque les mêmes mots que sa mère. « J'aime mieux faire envie que pitié. L'argent est l'argent. Et lorsque j'ai eu 20 sous, j'ai toujours dit que j'en avais 40. » Un soir, Auguste a trouvé une facture. Il l'accuse de faire des dettes, d'être mal éduqué. Elle le met alors au défi d'aller en parler à ses parents. Il monte d'un étage, tombe sur M. Josserand, qui est confus, mais Mme Josserand arrive et se moque de lui. « Vous n'êtes pas fort, monsieur. Lorsque vous aurez rendu Berthe malade, ça coûtera de l'argent. Battez votre femme, j'ai ma conscience pour moi. » Pendant ce temps, Berthe a retrouvé Octave dans la boutique. Elle se confie à lui, accuse son mari de ne rien lui offrir. Octave a justement un cadeau pour elle. En parlant, il sortait de sa poche une boîte longue, où les 3 étoiles luisaient sur un morceau d'ouate. Berthe s'était levée, très émue. « Eh bien, écoutez, murmura-t-elle rapidement en fourrant la boîte dans sa poche. Je dirais que c'est ma sœur Hortense qui m'en a fait cadeau. Saturnin, qui a assisté à la scène, prend Octave en affection. Il lui serre chaleureusement les mains, puis il le laisse seul avec Berthe. Les 2 jeunes gens ont chacun leur raison de séduire l'autre. Elle l'étourdissait de son rire perlé, l'enveloppait de ses jolis gestes. Et, comme il s'enhardissait enfin, elle renversa la tête, montra son cou jeune et délicat, tout gonflé de sa gaieté. Ils finissent par s'embrasser et il la jette sur le lit. Octave, dans l'étourdissement de son triomphe, songeait à Valérie et à Madame Édouin. Enfin, il était donc autre chose que l'amant de la petite Pichon. C'était comme une réhabilitation à ses yeux. Le soir même, Berthe se réconcilie avec son mari, qui remercie chaleureusement Octave d'être intervenu. Avec humour, Zola souligne l'ironie de la situation. L'adultère leur porte bonheur. Tous se détendaient, goûtaient l'agrément d'une soirée passée en famille sans dispute. En vérité, ce n'était pas naturel, quelque chose devait leur porter bonheur. La 5e partie du roman pourrait s'intituler « Au plus fort du scandale » et le chapitre 13 « L'adultère mis à nu ». Octave entretient désormais une relation régulière avec Berthe. Mais M. Gourd surveille la moralité de la maison. Il se plaint de la piqueuse de bottines, visiblement enceinte, alors qu'elle n'est pas mariée. « On ne s'introduit pas chez les gens avec une affaire pareille cachée sous la peau. Une maison comme la nôtre, affichée par un ventre pareil. » Berthe a payé Rachel pour qu'elle couvre une de ses escapades avec Octave. Et depuis, il n'ose plus se retrouver chez lui. Lui trouve leur sortie trop coûteuse. Et Rachel estime qu'il ne la paye pas assez. S'il croyait l'avoir achetée jusqu'à la fin des siècles pour 20 francs et une robe, ah bien non, il se trompait. Un jour que Rachel est absente, Octave parvient à convaincre Berthe de le rejoindre dans la chambre de bonne le soir même. Mais les heures passent et Berthe ne vient pas. Octave entend les domestiques se coucher, puis Trublot qui retrouve Adèle. Trublot raconte que Duverrier couche avec Adèle depuis qu'il n'est plus avec Clarisse. Tout le monde sait que Hippolyte couche avec Clémence, mais Trublot a découvert aussi qu'il va chez Louise, l'orpheline employée par Madame Juseur. Le lendemain matin, Octave est réveillé par Berthe, qui lui explique que ça la heurte trop de le retrouver dans une chambre de bonne. « Au dernier moment, je n'ai pas pu, ça manquait trop de délicatesse. Je vous aime, je vous le jure, mais pas ici. » Soudain, depuis la cour, viennent des bruits de discussion. Les domestiques sont en train de jeter les ordures. Berthe tressaille. Lisa et Hippolyte parlent d'eux. Tous les fonds de casserole y passèrent, pendant que Lisa s'acharnait sur Berthe et Octave, arrachant les mensonges dont ils couvraient la nudité malpropre de l'adultère. Hippolyte affirme qu'Octave n'agit que par ambition, tandis que Lisa pense que Berthe ne couche que pour recevoir des cadeaux. Octave et Berthe sont mortifiés, mais ils se donnent rendez-vous le mardi suivant. En descendant les escaliers, Octave croise M. Gourd en train de réprimander Madame Pérou. Puis passe la piqueuse de bottines. Mise à la porte, très enceinte, elle se traîne jusqu'au coin de la rue. Alors, M. Gourd triompha, comme si ce ventre emportait le malaise de la maison. Un bon débarras, ça devenait répugnant, ma parole d'honneur. Chapitre 14, le rendez-vous dangereux. Le mardi suivant, avant de retrouver Berthe, Octave dîne chez les Campardon. Ils parlent de Duverrier, qui a retrouvé Clarisse. Ils en parlent indirectement, parce que leur fille Angèle est là. Après le départ d'Octave, Achille installe Rose dans son lit, avant de rejoindre celui de Gasparine. Lisa, la bonne, va voir Angèle, la fille des Campardon.
et elle commente les discussions de la soirée. Il y avait chez Lisa une jouissance basse dans cette corruption d'Angèle, dont elle satisfaisait les curiosités de filles de 15 ans. Pendant ce temps, Octave passe chez les Pichon qui se sont réconciliés avec les Vuillaume. « Nous acceptons cet enfant, mais s'il en revenait un autre, vous n'auriez ni cœur ni cervelle. » Pendant que Jules raccompagne les Vuillaume, Octave et Marie couchent ensemble. Mais elle a deviné qu'il a une autre amante. « Tu m'en veux ?»« Non, puisque je suis mariée. Mais maintenant que vous en aimez une autre, à quoi bon me tourmenter encore ?» De retour chez lui, Octave attend Berthe qui arrive vers 1h du matin. Elle lui reproche de ne pas avoir mieux payé Rachel pour cacher leur rendez-vous. Il se défend. La querelle prend une tournure conjugale. « Dites que je vous aime pour votre argent ? Eh bien oui, je suis une femme d'argent parce que je suis une femme raisonnable. » Soudain, ils entendent des coups sur la porte. C'est Auguste. « Je vous entends bien faire vos saletés. Ouvrez ou j'enfonce tout. » Berthe s'enfuit pendant que les hommes se provoquent en duel. La porte de service est fermée. Elle comprend que c'est Rachel qui l'a dénoncé. Elle finit par sonner chez les Campardon. Quand il lui ouvre, elle avoue qu'elle a été surprise par son mari. Ils comprennent. Quand elle avoue qu'elle était avec Octave, ils deviennent tous très froids. « Vous seriez mieux chez vos parents », insinue l'architecte. « Nous ne pouvons avoir l'air d'approuver publiquement votre conduite. »« On raconterait que vous donniez vos rendez-vous ici », continua Rose. Berthe s'enfuit à nouveau dans les couloirs et trouve alors Marie Pichon, qui la rassure et l'invite à rentrer chez elle. « J'irai voir votre mère. Mon Dieu, quand on s'aime, on ne se méfie pas. »« Oh, pour le plaisir que nous prenions, dit Berthe. Si c'est comme moi, il doit en avoir par-dessus la tête. » Chapitre 15. Le duel d'Octave et Auguste. Le lendemain au magasin, Auguste trouve Saturnin furieux. Il s'éloigne et tombe sur Valérie et Théophile, avec lesquels il était en froid depuis l'héritage. Mais ils sont au courant pour Berthe. Il y eut une réconciliation complète. On ne nomma pas Berthe, seulement Valérie laissa entendre que toute la zizanie venait de cette femme. Pour le duel, Théophile conseille à Auguste d'aller voir Duverrier, qui se trouve chez Clarisse. Il prend donc un fiacre comiquement poussif. Tout ce chapitre est une course contre la montre au ralenti. Auguste regarda sa montre. Il était 9h. À 11h, le duel pouvait être décidé. Cette voiture lamentable l'attristait. Alphonse finit par trouver Bachelard chez Fifi, au milieu d'une crise. Fifi a couché avec Guelin. Bachelard lui révèle qu'il avait prévu de la lui donner avec 50 000 francs de dot. Guelin fond en larmes. Et voilà les embêtements du lendemain. La nuit a été très agréable, mais après, on en a pour la vie à pleurer comme des veaux. Auguste raconte alors son affaire. Il retrouve alors Trublot dans le fiacre poussif et se rendent chez Clarisse, rue d'Assas. C'est un appartement bourgeois, rien à voir avec le lieu festif de la Cerisay. « Si vous venez pour godailler, vous pouvez prendre la porte. C'est fini la vie d'autrefois. À présent, je veux qu'on me respecte. » Duverrier arrive au moment où Clarisse se met au piano. D'ailleurs, elle joue très mal et son professeur lui fait la cour. Ils la laissent et vont au restaurant. Pendant le repas, ils ne parlent pas du duel, mais finalement, Bachelard affirme. « C'est imbécile, tu ne peux pas te battre. L'animal te fera des excuses ou je ne m'appelle plus Bachelard. » Pendant ce temps, Octave discute avec Madame Édouin, en deuil, elle vient de perdre son mari. Elle lui propose de reprendre son ancienne place de commis. Sur le chemin du retour, Octave trouve Bachelard et Duverrier. Il leur déclare qu'il a décidé de quitter le magasin de soirée. C'est ainsi que le duel est évité. Tous deux déclarèrent solennellement que cette preuve de tact leur suffisait. Faire aux honnêtes gens le sacrifice de ses passions. Enfin, Duverrier se réconcilie avec Théophile. Mais Saturnin saute sur Auguste, qui décide de le renvoyer à l'asile de Moulineaux. « J'aurais mieux aimé me battre. Quelle rage a-t-il donc de vouloir me saigner, ce brigand, parce que sa sœur m'a fait cocu ?» 6e et dernière partie du roman. Les conséquences et le renouvellement du cycle. Dans le chapitre 16, Berthe retourne chez ses parents. De retour chez ses parents, Berthe est jetée par sa mère dans la chambre d'Hortense. Les deux sœurs discutent pendant toute la nuit. Berthe se confessa, d'abord en cherchant les mots, puis en lâchant tout, parlant d'Octave, parlant d'Auguste. Hortense sur le dos l'écoutait.
Hortense, de son côté, lui parle de Verdier qu'elle espère épouser, même s'il vient d'avoir un enfant. « Pourquoi pas? J'ai fait la bêtise de trop attendre. Mais l'enfant va mourir, elle est toute scrofuleuse. » Arrive chez les Josserand Madame d'Ambreville qui a le cœur brisé. Elle demande à Madame Josserand d'intervenir. Léon veut épouser sa nièce Raymonde, qui vient d'hériter et arrive tout juste des Antilles. Mais Madame Josserand soutient la décision de son fils. Pendant ce temps, Monsieur Josserand ouvre la porte à Auguste. Quand il le voit en colère, il pense qu'il est là pour la dot. Ils se confondent en excuses. Mais Madame Josserand les rejoint et tient un tout autre discours. « Nous les avons, vos 10 000 francs. Mais nous ne vous les donnerons que lorsque Monsieur Vabre sera revenu vous donner les vôtres. En voilà une famille, un père joueur qui nous fiche tous dedans, et un beau-frère voleur qui colle la succession dans sa poche. » Auguste s'en va, furieux. Madame Josserand se tourne alors vers son mari. Tout ça, c'est à cause de son manque d'ambition. « Si vous aviez mis vos patrons dans votre poche, ce grossier serait à nos genoux, car il ne demande évidemment que de l'argent. » À Berthe, elle fait un cours de morale pragmatique. Maintenant qu'elle est fautive, elle est obligée de se soumettre à son mari. Alors Berthe se révolte. On lui a imposé un homme insupportable. Maintenant, je le hais, j'en ai pris un autre. Ça devait arriver, je ne suis pas la plus coupable. Bien sûr que si tu m'avais élevée autrement... Sa mère la gifle. Monsieur Josserand, qui vient de comprendre pour l'adultère de Berthe, est pris d'un malaise. Quand elles voulurent le soulever pour le mettre sur le lit, elles l'entendirent qui murmurait. « C'est fini, elles m'ont tué. » Chapitre 17. Le retour d'Octave au bonheur des dames. Au bonheur des dames, Octave a renoncé à séduire Madame Édouin. Mais il lui parle toujours de l'agrandissement du magasin. Un jour, elle lui annonce qu'elle a décidé de se remarier. C'est à lui qu'elle songe. Il l'interrompit, bouleversé, lui saisissant les mains, répétant « Oh madame, oh madame !» Cependant, Berthe vit toujours chez ses parents. Tout le monde prétend que c'est à cause d'une querelle d'argent. Auguste et les Duveyrier espèrent récupérer la dot de Berthe. L'abbé Mauduit accepte d'intercéder en leur faveur auprès de Madame Josserand. « Voyez dans ma démarche l'ardent désir de réconcilier deux familles. La dot est ici, mais du moment qu'on l'exige comme le rachat de notre fille, c'est trop sale. Qu'Auguste reprenne Berthe d'abord. » Très affecté par toutes ces intrigues, Monsieur Josserand meurt de chagrin. À la fin de l'enterrement, Auguste, se trouvant face à Berthe en deuil, accepte de la reprendre, sans condition. « Allons, mon ami » dit simplement le prêtre gagné par les larmes. Auguste céda tout de suite, voyant qu'il valait mieux se résigner dans cette occasion honorable. Pendant ce temps, Duveyrier est au plus mal. Clarisse le dépouille avec son professeur de piano. Sa femme le repousse. Il s'enferme avec un revolver. Sa femme entend le coup de feu. Il venait de se rater. La balle, après lui avoir entamé la mâchoire, s'en était allée, trouant la joue gauche. Heureusement, le docteur Juliérat est à l'étage. Il a fini l'accouchement de Marie. C'est une 3e fille, et on devine que c'est Octave le père. Le docteur examine Duveyrier. Sa vie n'est pas en danger. Au même moment, au rez-de-chaussée, Rachel, renvoyée par Berthe, lâche tout ce qu'elle sait sur l'adultère devant tout l'immeuble. Lisa résuma le sentiment de toutes en disant « Ah bien non, on bavarde, mais on ne tombe pas comme ça sur les maîtres !» Au même moment, l'écrivain et sa famille passent en landau. Monsieur Gourd est indigné, il a écrit un roman scandaleux. « Des horreurs, c'est plein de cochonneries sur les gens comme il faut !» Restés seuls, l'abbé et le docteur méditent sur ces malheurs. Malgré leurs croyances opposées, ils constatent la même infirmité humaine. « Dieu les abandonne, » reprit le premier. « Non, elles sont mal portantes ou mal élevées, voilà tout. » De retour dans son église, l'abbé Mauduit tombe à genoux devant le spectacle de son calvaire dont les travaux viennent de s'achever. De la sévérité terrible du calvaire, une haleine soufflait. Il croyait sentir Dieu passer sur sa face. Déchiré de doute, torturé par l'idée affreuse qu'il était peut-être un mauvais prêtre. Chapitre 18. L'accouchement final. Madame Josserand vit d'une pension depuis la mort de son mari. Elle a gardé Adèle, mais elle lui reproche de trop manger. En fait, Adèle est enceinte, mais elle n'ose rien dire et elle doit accoucher seule. Ce passage révèle tout l'art naturaliste de Zola. Les contractions intérieures avaient cessé.
C'était elle maintenant qui poussait de tous les muscles de son ventre et de ses reins. Enfin, les os crièrent, tout lui parut se casser. L'enfant roula sur le lit. Adèle dépose le nourrisson, une fille, passage Choiseul. Le soir, tout l'immeuble se retrouve chez les Duveyrier. Léon a épousé Raymonde, mais il est au bras de Madame d'Ambreville. Octave, bien accueilli par tous, sauf par Auguste, est venu avec Madame Édouin, devenue Madame Mouret. Clotilde raconte qu'elle va devoir se séparer de Julie à cause d'une maladie vénérienne. En réalité, on comprend que c'est Gustave, le fils Duveyrier, qui le lui a donné. Trublot montre à Octave Monsieur Duveyrier. Avec sa mâchoire déviée et sa voix caverneuse, il a désormais une majesté étonnante quand il rend la justice. Justement, il parle de sa dernière condamnation, la piqueuse de bottines, 5 ans pour infanticide. Naturellement, elle avait raconté aux jurés tout un roman ridicule. La misère, la faim, une crise folle de désespoir devant le petit qu'elle ne pouvait nourrir. Ce qu'elle disait toutes. Mais il fallait un exemple. Trublot glissa à Octave. Duveyrier a trouvé une nouvelle maîtresse, très chic, romanesque et libertine. Enfin, une personne recommandable qui rendait la paix à son ménage, en l'exploitant et en couchant avec ses amis, sans fracas inutile. Petit moment de gêne au moment du départ. Les deux couples Mouret et Vabre se croisent dans l'entrée. L'antichambre n'était pas grande. Berthe et Madame Mouret se trouvèrent serrées l'une contre l'autre. Elles se sourirent. Enfin, Berthe consentit à passer la première, après un échange de petits saluts. Enfin, lorsque tout le monde est parti, les domestiques commentent les réconciliations hypocrites. C'est Julie qui a le mot de la fin, tout en vidant son poisson. C'est pareil dans toutes les maisons. Mon Dieu, celle-ci ou celle-là, toutes les baraques se ressemblent. Au jour d'aujourd'hui, qui a fait l'une a fait l'autre. C'est Cochon et compagnie.